La partie sud de l'État de l'Ohio aux États-Unis est rocheuse et vallonnée. C'est un endroit tranquille où résident principalement des mineurs, des fermiers et des ouvriers de manufacture. La région est si paisible que la plupart des gens ne verrouillent même pas leurs portes. Ici, le taux de criminalité est pratiquement nul. Le samedi matin 1er avril 1989, Donald Welling, 35 ans, partit faire son jogging. Il emprunta les petites routes de Tuscarawas County. Ce matin-là, sa course fut brutalement interrompue par un coup de feu. Il fut tué par un projectile de carabine en plein cœur. La mort fut instantanée. Il n'y avait aucun indice ni mobile apparent. De plus, l'arme du crime était introuvable. 19 mois plus tard, le samedi matin 19 ans 1990, Jamie Paxton, 21 ans, de Bannock, se leva à l'aube pour aller chasser au tir à l'arc. Il descendit de voiture et marcha longtemps à travers les herbes hautes qui longeaient l'autoroute 9, laissant l'arc dans son véhicule. Paxton était seul et non armé. Il ne remarqua pas qu'un pick-up rouge s'était garé à proximité de sa voiture. Le tireur était silencieux et prudent. Jamie Paxton fut atteint de 3 projectiles. L'arme utilisée était une carabine de chasse très puissante. Il n'y avait aucun témoin. La population fut plongée dans le désarroi le plus total. Pourquoi avait-on commis ce meurtre gratuit ici? Les accidents de chasse sont plutôt fréquents dans cette région, mais le shérif de Belmont County, Tom McCourt, sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une mort accidentelle. Le fait qu'il y ait plus d'une blessure démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. En général, quand ça se produit, il n'y a qu'un seul coup de feu. De plus, la blessure avait été causée par une arme à feu et non par une flèche. Et la saison de la chasse à la carabine n'était pas encore ouverte. Le secteur sous la juridiction du shérif Tom McCourt est vaste, mais la population y a tissé des liens solides. Tout le monde se connaît. McCourt connaissait lui-même personnellement le jeune Jamie Paxton. Il ignorait cependant qui avait pu en vouloir à sa vie. Le tireur n'avait laissé aucun indice. Nous avons inspecté le secteur, cherché des douilles à l'endroit d'où le tir provenait, mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons également cherché des projectiles près du corps de la victime. Nous avons même utilisé un détecteur de métal pour nous y aider. Les policiers interrogèrent les membres de la famille, les amis et les connaissances de Paxton. Malheureusement, aucun d'entre eux ne pouvait s'expliquer ce meurtre. De toutes les personnes que nous avons interrogées jusqu'à aujourd'hui, on ne lui a jamais reconnu d'ennemi. Le shérif McCourt était aux prises avec le meurtre gratuit d'un jeune homme au passé irréprochable. Cet homicide semblait impossible à résoudre. Il n'y avait aucun témoin, aucun indice. Pas même une hypothèse sur ce qui avait pu se produire. La mort de Jamie affligea profondément sa mère, Jean Paxton. Dans l'espoir de susciter une réaction de la part du tueur, elle demanda au responsable du Martins Ferry Times Leader, le quotidien de la région, de publier ses lettres. Chaque fois que j'écrivais, je récitais une prière. Et je demandais à Dieu de m'aider à trouver les mots qui rejoindraient l'individu qui avait tué mon fils. Les lettres avaient un ton passionné et direct. À celui qui a tué mon fils Jamie, serait-il plus facile de vous écrire des mots haineux? J'en suis incapable. Je ne ressens pas de haine envers vous, mais plutôt une grande tristesse d'avoir perdu mon fils. Vous m'avez privé d'une source de lumière en novembre dernier, et depuis je vis dans les ténèbres. Avez-vous pensé à votre propre mort? Vous n'y échapperez pas. À moins de confesser vos péchés et de demander le pardon de Dieu, vous devrez un jour affronter les flammes de l'enfer. Le meurtrier eut-il connaissance de ces lettres? Si oui, elles ne semblaient guère avoir d'effet sur lui. Le 28 novembre 1990, 18 jours après le meurtre de Paxton, Kevin Loring, 30 ans, chassait dans la région de Muskingum County, à environ 60 km de l'endroit où Paxton avait été tué. Il prit un peu d'avance pendant que ses amis terminaient leur repas. Il traversait un champ à la recherche de gibier, ignorant qu'il était lui-même la proie d'un chasseur qui surveillait ses moindres gestes. Loring fut tué d'un projectile à la tête. Le tueur avait commis ses meurtres dans 3 comtés différents sur une distance de quelques centaines de kilomètres. Le processus d'enquête en serait ralenti. De fait, les détectives de Muskingum County ignoraient complètement que d'autres meurtres similaires avaient été commis dans les comtés voisins. Ils conclurent que la mort de Loring était due à un accident de chasse. Jean Paxton n'abandonnait pas. Elle continua d'écrire des lettres au meurtrier pendant toute l'année 1991 en espérant qu'il se manifesterait. Je me disais que si le meurtrier de mon fils lisait une de mes lettres, j'obtiendrais une réaction de sa part. Elle ne se trompait pas. La lettre dactylographiée commençait ainsi. Je suis le meurtrier de Jamie Paxton. Je ne le connaissais absolument pas. Je ne l'avais jamais vu de ma vie et ne m'a pas dit un seul mot ce samedi-là. J'ai tué Paxton sous la pression d'une pulsion incontrôlable. Lorsque j'ai quitté la maison ce jour-là, je savais que quelqu'un mourrait par ma faute. Je ne savais cependant pas qui ni où. Je suis une personne ordinaire avec une famille, un travail et une maison comme vous. Quelque chose dans ma tête me transforme en un meurtrier sans pitié ni conscience. La lettre arriva au Martins Ferry Times Leader quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de Jamie. Le meurtrier y décrivait la mort du jeune homme dans les moindres détails. J'étais ivre et une voix dans ma tête me répétait « Fais-le ». J'ai garé mon véhicule derrière celui de Jamie et j'en suis descendu.
Jamie marchait très lentement. Il descendait la côte et se dirigeait vers la route. J'ai épaulé ma carabine et je suivais ses mouvements à travers la mire. J'ai pris au moins 5 secondes à faire la mise au point. Je voulais viser le mieux possible. Le premier coup était un peu raté. Je l'ai touché dans la partie droite de sa poitrine. Il a gémi puis est tombé. Je voulais être sûr qu'il était bien mort, alors j'ai tiré un autre coup en visant entre sa hanche et son épaule. Il était étendu face contre terre. J'ai fait un mouvement brusque avec mon arme et je l'ai atteint au genou. Il n'a plus bougé. 5 minutes après avoir tué Paxton, je buvais une bière en essayant de tout oublier. Je n'avais pas prémédité de le tuer. Pas plus que j'aurais prémédité de tirer sur une bouteille dans un dépotoir. Vous avez raison de me détester. Mais je pense à Jamie tous les jours, exactement comme vous, sans doute. Pour le shérif McCourt, cette lettre était un bon début. Cet indice allait peut-être le mener au meurtrier. Il espérait trouver la machine à écrire ou l'arme dont il s'était servi. Pendant que les détectives poursuivaient leur enquête, le tueur, lui, continuait à chasser. Le samedi 14 mars 1992, après avoir travaillé toute la nuit, Claude Hawkins termina son quart de travail à la Pittsburgh Plate and Glass. Le soleil venait de se lever. C'était le moment idéal pour aller à la pêche. Hawkins se rendit directement à son endroit favori sur le bord de la rivière, en aval du barrage de Wills Creek. Hawkins était marié et père de 4 enfants. Un autre amateur de plein air allait bientôt mourir à son tour. Cette fois-ci, cependant, le meurtre fut commis dans un parc fédéral. Pour le FBI, c'était le moment d'entrer en action. Le FBI avait dépêché des agents pour enquêter sur un meurtre qui s'était produit dans un parc fédéral. Des détectives des 3 comtés impliqués ainsi que des représentants du service de la faune de l'Ohio se joignirent à eux pour former une escouade tactique. Ils constatèrent rapidement qu'ils disposaient de peu d'indices. Dans chacun des cas, le tueur n'avait eu aucun contact avec la victime. Il ne fouillait pas dans leurs poches pour prendre leur argent et ramassait soigneusement ses douilles après le meurtre. De plus, il ne s'approchait jamais de la voiture des victimes. L'agent spécial Harry Trombitus dirigeait les opérations à partir du bureau du FBI de Columbus, en Ohio. Nous savions que Hawkins était mort d'un coup de feu et que nous aurions dû retrouver une douille. Je me rappelle avoir cherché minutieusement à l'aide d'un détecteur de métal, d'avoir fouillé le sol à genoux de mes propres mains. Mais nous n'avons rien trouvé. Nous étions préoccupés de voir que le meurtrier était assez rusé pour récupérer les douilles des projectiles dont il venait de se servir. Cela nous donnait une indication sur le type d'individu auquel nous avions affaire. Les membres de l'escouade dressèrent la liste des similitudes entre les cas. Toutes les victimes étaient des hommes de plein air, 2 chasseurs, un pêcheur et un adepte de jogging. Au moment du meurtre, ils étaient tous seuls, en forêt ou dans la nature, et ils avaient tous été tués par une carabine très puissante. 3 de ces meurtres s'étaient produits pendant le week-end. Chaque fois, le meurtrier avait pris soin de ne laisser aucun indice derrière lui. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Un tueur en série sévissait dans la région. 10 jours après la première réunion de l'escouade spéciale, le 5 avril 1992, l'ouvrier Gary Bradley, 44 ans, quitta sa résidence de West Virginia pour aller à la pêche dans un étang de Noble County. Sa femme et ses 3 enfants ne le reverraient plus jamais. Un autre meurtre avait été commis. L'escouade devait absolument arrêter ce tireur au plus vite. D'abord, il faudrait tenter d'établir un profil psychologique du meurtrier. Ce profil pouvait se révéler d'une importance capitale. On fit appel aux experts du service des études comportementales du FBI. C'est le major Dan Shyok du bureau du shérif de Coshocton County qui dirigeait l'escouade. Après avoir constaté qu'il y avait un lien entre les meurtres, le bureau du FBI de Columbus a demandé à ce que des experts du service des études comportementales rencontrent les enquêteurs en homicide des 5 comtés impliqués. À partir de seulement quelques informations, les experts du FBI de Quantico en Virginie peuvent dresser le profil d'un individu. Larry Ankrum travaille pour le service des études comportementales. C'est à lui que fut confiée la tâche de dresser le profil du tueur. Il analysa toutes les informations colligées par les détectives et plus particulièrement la lettre adressée à Gene Paxton. Ce qui était clair, c'est qu'il avait le profil du tireur isolé qui évite l'affrontement direct, qui préfère agir à distance. On note souvent la même chose chez les incendiaires. Il nous fallait donc chercher des suspects qui avaient commis d'autres sortes de méfaits, d'autres types d'infractions de cette nature, comme celui de tirer dans des fenêtres, dans des pneus d'auto, de blesser volontairement des animaux ou d'allumer des incendies. Pour Ankrum, ce type de violence était déclenché par le stress et amplifié par l'alcool. Maintenant, l'escouade disposait au moins d'un profil pour poursuivre son enquête. Il y avait également la lettre adressée à la mère d'une victime. Les experts judiciaires du FBI l'examinèrent attentivement. Les caractères typographiques présentaient des particularités uniques. Si on pouvait retrouver la machine à écrire, il serait facile ensuite de relier la lettre à son propriétaire et conséquemment le meurtre au meurtrier. Mais il fallait faire vite, car le tireur rôdait toujours. Le 21 juillet 1992, 2 chasseurs dans un parc de Muskingum County arrivèrent face à face avec le meurtrier.
Les deux hommes se frayaient un chemin parmi les broussailles lorsque l'un d'entre eux découvrit avec stupeur qu'un homme pointait son arme dans leur direction. Les deux hommes se mirent à crier et leur assaillant se précipita vers son pick-up rouge. Ils n'eurent pas le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, mais ils appelèrent immédiatement la police locale qui, à son tour, informa l'escouade spéciale. Au cours des 6 premiers mois de 1992, les membres de l'escouade vérifièrent les antécédents de plus d'une centaine de suspects qu'ils éliminèrent ensuite. Au mois d'août, soit 3 ans après le début des meurtres, l'enquête ne progressait plus. Les membres de l'escouade décidèrent alors de la rendre publique dans l'espoir qu'ils obtiendraient plus d'informations. Les téléphones se sont mis à sonner presque instantanément. Le 26 août 1992, l'escouade reçut un appel qui allait se révéler déterminant. L'homme au bout du fil s'appelait Richard Fry. Il leur parla d'un de ses amis d'adolescence qui s'appelait Thomas Dillon. Les détectives disposaient maintenant d'un nom. Richard Fry accepta de rencontrer un membre de l'escouade à une aire de repos de l'autoroute 77. Les deux hommes se plaisaient à rouler dans les secteurs ruraux de l'Ohio et à tirer sur des panneaux de signalisation ou sur de petits animaux. Le comportement de Dillon avait cependant fini par lui paraître étrange, voire même violent. Dillon était fasciné par les tueurs en série comme Ted Bundy. Il aimait également tuer des animaux domestiques ou du bétail et allumait des incendies au hasard. Fry s'était marié et depuis les années 80, il n'avait plus repensé à son ami bizarre. Mais en 1989, il avait rencontré Thomas Dillon par hasard au cours d'une exposition d'armes à feu à Cleveland. Dillon l'avait invité à faire une balade avec lui, comme dans le bon vieux temps. Les vieilles amitiés sont parfois tenaces. Richard Fry avait donc accepté de se balader en auto sur les routes de campagne de l'Ohio, tout en buvant une bière et en tirant sur des panneaux de signalisation. Mais il avait constaté que l'état de son ami s'était détérioré. Dillon avait même demandé à Fry s'il le croyait capable d'avoir tué quelqu'un. Il lui avait ensuite expliqué qu'il était plus facile de tuer au hasard en prenant soin de perpétrer les meurtres dans des comtés différents pour ralentir le processus d'enquête. Lorsqu'il avait lu le communiqué de presse, Fry avait immédiatement pensé à Thomas Dillon. Il donna le signalement de son ami ainsi que la description de son véhicule. Un pick-up rouge exactement comme celui qu'avaient aperçu les deux chasseurs. Le lieutenant Walt Wilson du bureau du shérif de Tuscarawas County était membre de l'escouade. Depuis que le cas avait été porté à l'attention des médias, son travail consistait à suivre toutes les pistes. La description de Thomas Dillon correspondait au profil dressé par les experts du FBI et méritait qu'on s'y attarde. J'ai commencé par examiner les informations que nous avait données M. Fry. Je me suis ensuite rendu à Canton, l'endroit où travaillait Thomas Dillon. Dillon était dessinateur industriel depuis plus d'une dizaine d'années au service d'aqueduc de la région. Wilson obtint l'horaire de travail de Dillon et compara les jours de congé du dessinateur aux dates auxquelles les meurtres avaient été commis. S'il y avait des différences, il pourrait ainsi l'éliminer immédiatement de la liste des suspects. Mais il en fut incapable. Dillon ne travaillait pas les week-ends, période où la plupart des meurtres avaient été commis. Cela ne prouvait rien. Toutefois, il constata que Dillon avait pris congé à 2 reprises pendant la semaine. Le 28 novembre 1990, le jour du meurtre de Kevin Loring, et le 21 juillet 1992, celui où les deux chasseurs avaient aperçu l'homme à la carabine. Peut-être le détective était-il sur une piste. Pendant que les autres membres de l'escouade vérifiaient les informations fournies par le public, Wilson mit Dillon sous surveillance. Il espérait ainsi obtenir de nouveaux indices ou encore que le suspect retournerait sur la scène d'un de ses crimes. La filature commença en octobre 1992. Le détective Wilson suivait Thomas Dillon au cours de ses excursions de fin de semaine sur les routes de campagne du sud de l'Ohio. Habituellement, c'était jour de congé pour Thomas. La journée commençait vers 7 heures du matin. C'était presque toujours le week-end. Parfois, il s'arrêtait dans une épicerie et s'achetait quelques bières avant de rouler sur les petites routes de l'arrière-pays dans d'autres comtés, au sud de chez lui. Le 10 octobre 1992, pendant la filature, le détective perdit brièvement la trace du véhicule du suspect. Au moment où Wilson roulait très lentement près d'une entrée, il se retrouva nez à nez avec Dillon. Il lui fallut penser rapidement pour ne pas mettre l'enquête en péril. Je lui ai envoyé la main et il m'a salué à son tour. Il s'est ensuite arrêté puis a attendu pour voir si je poursuivais mon chemin ou non. Wilson ne pouvait risquer d'être identifié. Il laissa Dillon filer. Je craignais qu'il ne s'arrête et ne me demande ce que je faisais à cet endroit. Je ne voulais surtout pas qu'il voie mes radios et tout le matériel que je trimballais dans ma voiture. Quelques jours plus tard, Larry Horler de Barnhill en Ohio chassait à 150 mètres d'une route du comté de Tuscarawas. Il entendit une voiture s'arrêter. À travers les arbres, il aperçut un homme de race blanche de bonne carrure. L'homme brandit une carabine dans sa direction et tira. Horler s'en tira indemne, mais il était terrorisé. Il vit le pick-up s'enfuir à vive allure. La description de l'assaillant ressemblait à celle de Dillon, mais Horler fut cependant incapable de l'identifier formellement.
Thomas Dillon était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Il faudrait augmenter les effectifs pour assurer sa filature. Pendant 2 mois, le FBI ne le perdit pas de vue une seconde. Il était surveillé par voie aérienne et terrestre. Dillon tirait sur les panneaux de signalisation, lançait des pierres dans les vitres des voitures. C'était exactement le type de vandalisme décrit par Ankrum dans le profil psychologique. Il était inutile de l'arrêter pour ces délits mineurs, car on risquait ainsi de compromettre l'enquête en cours. Surveiller quelqu'un sur une route de campagne en plein jour n'est pas une tâche facile. Les enjeux étaient élevés. Si Dillon tentait à nouveau de tuer quelqu'un et que les détectives du FBI n'y étaient pas, ils auraient un autre meurtre sur les bras. En revanche, s'ils étaient repérés par Dillon, ce dernier tenterait de les semer ou alors il cesserait toute activité criminelle. La voiture de filature où prenaient place l'agent Trombaitis et le capitaine Shryock devait demeurer très loin derrière le véhicule du suspect. Il leur fallait davantage compter sur la patrouille aérienne. Si quelque chose arrivait, ils passeraient à l'action. Un jour, ils eurent la peur de leur vie. Les détectives étaient loin derrière Dillon lorsque l'unité aérienne donna l'alerte. Devant Dillon, ils avaient repéré la victime idéale du tireur, une personne en train de faire son jogging matinal, mais cette fois-ci, c'était une femme. Elle était seule. Si Thomas Dillon était bien le meurtrier, cette femme serait à coup sûr une proie irrésistible pour lui. Trombaitis et Shryock étaient nerveux. Ils espéraient éviter le pire et se mirent à accélérer. Dillon roulait lui aussi en direction de la femme. Trombaitis et Shryock filaient à toute allure et tentaient désespérément de joindre la patrouille aérienne par radio. On leur répondit que Dillon s'approchait de plus en plus de la femme. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Au cours d'une autre communication radio, ils apprirent que Dillon était sur le point de s'arrêter à la hauteur de la femme. Les agents retenaient leur souffle. Puis Dillon la doubla. Le sentiment de soulagement fut cependant de courte durée. L'unité aérienne informa les détectives que le véhicule avait emprunté une route secondaire. On ne le perdait pas de vue. L'endroit précis où tourner serait indiqué à Trombaitis et Shryock le moment venu. Le suspect tourna de nouveau à droite. Avait-il décidé de faire une boucle pour revenir à la route principale? Les agents au sol entrèrent en contact avec l'unité aérienne. La femme était-elle toujours là? Dillon tourna de nouveau à droite jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau sur la route où il avait aperçu la femme. On pouvait craindre le pire. Il allait la rejoindre à nouveau. Trombaitis hurla dans sa radio « Où se trouve-t-elle » mais il était impossible de la repérer du haut des airs. Elle devait forcément être devant Dillon. Dès qu'il la rejoindrait, il essaierait de la tuer. L'unité aérienne informa les détectives que Dillon avait arrêté son pick-up et qu'il en était sorti. Il tenait un objet brillant dans ses mains. S'apprêtait-il à la tuer sous leurs yeux? Du haut des airs, les agents ne voyaient plus la femme, mais cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle n'y était pas. Les détectives entendirent des coups de feu. Ils étaient terrorisés à l'idée que le suspect ait fait une victime au cours de la filature. De l'avion, on les informa que Dillon avait simplement tiré sur un stop. Ce jeu du chat et de la souris était insoutenable pour les membres de l'escouade. La tension était énorme. On se demandait à tout moment si cet homme allait tuer quelqu'un et si nous étions capables de l'en empêcher. On se doutait qu'il était bien celui qui avait tué toutes ces personnes. On travaillait 14 à 16 heures par jour, vivant pratiquement dans notre voiture. Comme tous les policiers, nous buvions du café, nous mangions mal et le stress était tout simplement insupportable. Heureusement, le filet continuait de se resserrer autour du suspect. Dans sa lettre, le meurtrier avait admis être préoccupé par la mort de Paxton. Il disait d'ailleurs qu'il s'était rendu au cimetière. Le jour du premier anniversaire de sa mort, soit le 10 novembre 1991, des policiers avaient filmé les visiteurs qui lui rendaient un hommage posthume. Les détectives visionnèrent le matériel. Parmi les visiteurs, ils reconnurent l'homme qu'ils surveillaient depuis quelque temps, Thomas Dillon. Il ne restait plus qu'à trouver des indices pour procéder à son accusation. Après le deuxième anniversaire de la mort de Jamie Paxton en 1992, des détectives affectés à la surveillance de Dillon le virent entrer dans l'immeuble du Times Leader, le journal local. Il était venu se procurer une copie du journal de la veille. Ce numéro contenait tous les détails du service commémoratif de Paxton. Les preuves indirectes commençaient à s'accumuler, mais sans indices concluants tels que des projectiles, une arme ou encore sa machine à écrire. Les détectives étaient dans l'impasse. La population du sud de l'Ohio vivait dans la peur depuis maintenant 3 ans. Certains craignaient même de s'adonner à leurs activités de plein air. Il fallait arrêter ce forcené au plus vite. Il n'y avait pas d'autre alternative que d'arrêter Thomas Dillon avant qu'il ne tue à nouveau. Les détectives mirent un plan au point. Ils prévoyaient l'arrêter pour possession d'armes illégales et en profiteraient pour lui faire croire qu'il l'avait vu commettre un meurtre en espérant qu'il passe aux aveux. Sans preuve balistique et avec un chef d'accusation mineur, les agents du FBI avaient besoin de ses aveux. Trombaitis pensa à tout. Grâce à la surveillance dont il avait fait l'objet, nous connaissions sa routine. Il quittait la maison et se rendait à la même épicerie tous les jours avant d'entreprendre ses balades de 500 ou 600 km.
Nous avions prévu l'aborder à l'épicerie. Juste en face, il y avait un immeuble. Nous nous sommes installés dans le sous-sol. Le détective Wilson et moi-même avons fixé sur le mur une carte géographique des secteurs où il se promenait. Nous avons ajouté des photos de scènes de crime, des articles de journaux. Nous voulions qu'il ne puisse pas résister à la mise en scène et qu'il n'ait d'autre choix que de s'asseoir avec nous et d'avouer ses crimes. Le 27 novembre 1992, le plan fut mis à exécution. L'objectif était d'obtenir les aveux du suspect. Nous avions prévu nous approcher de lui au moment où il sortirait de l'épicerie, nous présenter et lui demander de nous suivre volontairement dans l'immeuble d'en face, en lui disant que nous avions des informations à partager avec lui, que certaines choses pouvaient l'intéresser. Dans l'éventualité où Dillon refuserait, des agents n'attendaient qu'un signe de Trombitus pour procéder à son arrestation pour possession illégale d'armes à feu. Je me rappelle très bien sa réaction. Il est resté bouche bée pendant 5 secondes, puis il s'est repris et a déclaré qu'il voulait d'abord parler à son avocat. Trombitus donna le signal aux agents du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, l'ATF, qui procédèrent à l'arrestation de Thomas Dillon. Le suspect n'était pas conscient qu'il s'agissait là d'une défaite amère pour les agents du FBI. Malgré les indices recueillis et la certitude de Trombitus qu'il était le tueur, le détective craignait d'avoir tout détruit. Il fallait à tout prix éviter que le suspect ne soit libéré trop rapidement. Au moment de l'arrestation de Dillon, d'autres détectives de l'escouade spéciale étaient en train de perquisitionner sa maison. Ils espéraient obtenir des preuves de sa culpabilité. Malheureusement, ils ne découvrirent rien de vraiment important, sauf une carte géographique sur laquelle Dillon avait indiqué l'emplacement d'incendie qu'il avait allumé ou d'actes de vandalisme qu'il avait commis. Quant au suspect, il refusait catégoriquement de parler. Quand il a dit qu'il voulait parler à son avocat, c'était déjà trop tard. Nous sommes retournés au restaurant pour commander un café. Tout à coup, on nous a annoncé qu'il voulait nous parler. Walt et moi-même sommes montés dans notre voiture et nous avons filé à toute vitesse à la prison de Stark County. Trombitus et Wilson montrèrent à Dillon tous les indices incriminants qu'ils avaient recueillis, les photographies, les bandes vidéo, les coupures de journaux. Je lui montrais un indice à la fois. Comme je l'avais pressenti, il était très intéressé par l'information que nous détenions, les photos de surveillance, celles des diverses scènes de crime, des animaux tués le long des routes. Il était complètement fasciné par ces photos. Malheureusement, Dillon refusait toujours de parler. Il déclara qu'il ne voyait aucune utilité à passer aux aveux. Le FBI était à nouveau dans l'impasse. L'accusation ne reposait que sur une possession d'armes illégales et l'avocat du suspect considérait que sa détention n'était pas justifiée. À moins de trouver quelque chose rapidement, il faudrait malheureusement libérer Thomas Dillon. L'escouade devait maintenant se battre contre la montre. Une autre conférence de presse fut organisée au cours de laquelle on demanda au public toute information relative à un éventuel commerce d'armes avec le suspect. Pendant ce temps, le membre de l'escouade Jerry Wade du service de la faune de l'Ohio suivait une piste. Un témoin avait aperçu Dillon tirer un chevreuil avec sa carabine quelques années plus tôt. Il lui indiqua l'emplacement. Si Wade parvenait à y trouver des projectiles, il pourrait peut-être les comparer à ceux qui avaient été recueillis à partir des victimes. Le témoin nous a dit avoir aperçu Thomas Dillon tirer sur un chevreuil à l'aide d'une carabine. Il pensait qu'il s'agissait peut-être de la même arme. Notre but était de recueillir des indices, comme les douilles par exemple, et tenter de démontrer qu'elles provenaient de l'arme du crime. Cela nous permettrait de prouver que Thomas Dillon possédait cette carabine avant même le début des meurtres. Cette preuve donnerait beaucoup de poids à l'accusation. Les chances de trouver des douilles sur une aussi grande surface étaient minces. De plus, 2 années s'étaient écoulées depuis. Mais Wade était déterminé. Il passa au peigne fin chaque centimètre de l'emplacement indiqué par le témoin. Wade commença ses recherches près de l'arbre où l'animal avait été abattu. Il effectuait sa fouille à l'aide d'un détecteur de métal. Son acharnement porta fruit. Il découvrit 2 douilles de carabine. On put par la suite déterminer que la même arme avait servi à abattre Gary Bradley et Claude Hawkins. On avait enfin une preuve solide. J'avais envie de célébrer. C'était absolument incroyable de trouver ces douilles après si longtemps. Le témoin n'était pas complètement certain de l'emplacement de l'arbre. Les lieux avaient changé depuis, on avait enlevé une clôture. J'ai eu beaucoup de chance de les trouver. J'avais juste envie de célébrer. C'était comme si on venait de me donner un cadeau. Pendant ce temps, la conférence de presse retransmise par les médias avait rejoint un vaste auditoire. On espérait que quelqu'un du public allait se manifester. Le 4 décembre, au quartier généraux de l'escouade spéciale, le capitaine Shryock était en charge des appels téléphoniques. Un homme du nom de Hal Cope était à l'autre bout du fil. Il avait acheté une arme d'un individu qui correspondait à la description de Thomas Dillon lors d'une exposition d'armes à feu le printemps précédent.
La date précise était le 5 avril, soit le jour même du meurtre de Gary Bradley. L'arme fut réquisitionnée et envoyée au laboratoire du FBI à Washington pour y être analysée. L'agent spécial Paul Schraker est expert en balistique pour le FBI. Lorsque le projectile traverse le canon de l'arme, il est en contact direct avec la paroi interne. Elle est alors marquée des imperfections microscopiques du canon. C'est comme si cette balle portait maintenant l'empreinte de l'arme. Les fragments de projectiles recueillis à partir des victimes Claude Hawkins et Gary Bradley furent également examinés par les experts du FBI. Il nous est toujours possible de procéder à une analyse, même si nous ne disposons que de fragments, car ceux-ci portent également des marques. Ils ont conservé l'empreinte de l'intérieur du canon et nous permettent de déterminer de quelle arme ils proviennent. Lorsqu'on nous a envoyé l'arme, nous avons d'abord procédé à des tirs d'essai. Nous avons ensuite comparé les projectiles utilisés lors de ces tirs aux fragments qui avaient été recueillis à partir des victimes. Les balles furent donc comparées aux fragments prélevés des dépouilles de Gary Bradley et Claude Hawkins. La conclusion, l'arme que Al Cope avait achetée de Thomas Dillon était la même que celle qui avait tué les deux hommes. Le FBI disposait enfin d'une preuve solide de la culpabilité du suspect. L'agent Trombaitis rencontra Dillon en prison et lui présenta les preuves accumulées contre lui. Son signalement et la description de son véhicule correspondaient aux déclarations des témoins. Il était en congé chaque fois qu'un meurtre avait été commis, il avait des antécédents judiciaires et il utilisait une arme à feu. De plus, le FBI pouvait prouver en cours qu'une arme lui ayant déjà appartenu avait servi à tuer au moins 2 des victimes. Trombaitis était convaincu que Dillon était coupable des 5 meurtres. Il désirait par-dessus tout permettre aux familles des victimes de vivre leur deuil et de retrouver enfin la paix. Il fit une offre à Dillon en prenant soin de lui rappeler au préalable qu'il était passible de la peine de mort. Sa tactique fonctionna. Le suspect commença à négocier. En échange de la promesse qu'il ne serait pas condamné à mort, il se déclara prêt à avouer être l'auteur des 5 meurtres. Le 9 juillet, il passa enfin aux aveux. Le 12 juillet 1993, à la cour de Noble County, il arborait un petit sourire satisfait. Mr. Dillon, at this time, how do you plead to count 1 in the indictment in case number 93 CR4 involving the death of the aggravated murder charge involving the death of Gary Bradley? How do you plead? Guilty. Les familles des victimes étaient venues assister au procès. Dillon plaida coupable aux accusations de meurtre de Donald Welling, Kevin Loring, Claude Hawkins, Gary Bradley et Jamie Paxton. Lorsqu'il quitta la cour, il arborait le même petit sourire et ne semblait manifester aucun remords. Une journaliste locale fit état de son attitude en cour. Dillon l'appela à maintes reprises de sa prison. Il se vantait de ses crimes et semblait apprécier la célébrité que lui avait apporté cette publicité. Il plaisantait sur ses meurtres, sauf un. Il refusait de parler de celui de Jamie Paxton. Jean Paxton, la mère du jeune homme, était en cours le jour de la comparution de Dillon. Jamie was everything Thomas Dillon could never be. Dillon is a coward. He hid behind a gun, and Jamie was not that way. J'ignorais que ce soir-là, Dillon écoutait les infos. Il a été très en colère lorsqu'il m'a entendu le traiter de lâche. Jean Paxton avait espéré affronter Dillon en cour, mais le fait qu'il ait plaidé coupable lui avait coupé l'herbe sous le pied. Elle demanda au shérif McCourt s'il était possible de lui parler. McCourt accepta. Dans la soirée, le téléphone sonna. Jean Paxton allait enfin pouvoir parler au meurtrier de son fils. Lorsque j'ai décroché le téléphone, je me sentais comme détachée. C'était comme si quelqu'un m'appelait pour me vendre quelque chose. Il m'a dit « Madame Paxton, c'est Thomas Dillon à l'appareil ». C'était presque trop pour moi. Le timbre de sa voix, sa façon de parler et cette arrogance. Dillon déclara à Jean Paxton qu'elle l'avait blessé quand elle l'avait traité de lâche. Je ne crois pas qu'il ait obtenu la réaction à laquelle il s'attendait de moi. Je crois que Thomas Dillon était prêt à affronter des cris, des insultes. Il aurait pu supporter ça. Mais je ne me suis pas abaissée à ce niveau. Je lui ai parlé comme une mère parle à son enfant et je crois l'avoir réellement touché. Après 3 ans d'attente, Jean Paxton sentait qu'elle avait enfin remporté la bataille contre Dillon. Je me sentais bien. Je suis sortie sur ma véranda et j'ai senti que pour la première fois depuis 3 ans, j'étais libre. J'étais libérée de Thomas Dillon. J'avais eu le dessus sur lui avec mes paroles. Je l'ai fait pour Jamie.
Thomas Dillon avait laissé savoir très clairement qu'il ne voulait pas aller à la prison de Lucasville, la prison réputée la plus dure de l'Ohio. Gene Paxton s'organisa de son côté pour faire signer une pétition demandant qu'il soit envoyé précisément à cet endroit. En août 1993, elle obtint en cours que Dillon ne puisse pas se servir de ses crimes passés pour faire de l'argent. La femme de ce dernier avait en effet tenté de vendre son histoire à des producteurs d'Hollywood. Paxton et le sénateur de l'État Bob Nye firent voter une nouvelle loi interdisant aux meurtriers et à leurs familles de tirer un quelconque profit de leurs crimes. Thomas Dillon purge actuellement sa peine à la prison de Lucasville. Il ne sera éligible à la libération conditionnelle que dans 165 ans.